Le statut animal et la nécessité humaine. Je vais dire peu de choses ici, mais ce que je vais dire sera de nature à vous obliger, si besoin, à une remise en cause de votre sensiblerie à l'endroit du règne animal, sensiblerie, c'est-à-dire l'idée d'une sensibilité exagérée, et de faits irrationnels. Mais il n'est pas dit que vous réussirez à opérer cette remise en cause, vous pouvez tout aussi bien vous enfoncer davantage dans votre sensiblerie, en la maquillant encore plus de vertus spirituelles morales. Le statut animal doit-il se penser comme étant de même valeur pratique que le statut humain ? Visiblement notre humanité terrestre pense naturellement une différence de niveau de statut entre l'humain et l'animal ayant un statut moindre que le statut humain, un statut de moindre valeur pratique. Vous faites piquer votre chien quand la situation devient intenable pour une raison ou pour une autre, il a la rage, il souffre trop de quelque maladie, il est devenu violent et menace la sécurité de vos enfants, etc. Vous ne feriez pas piquer votre enfant. Et cette simple différence de traitement montre que, lorsque vous vous retrouvez confronté à des enjeux pratiques de quelque nature, vous reprenez vos esprits et vous vous alignez sur l'acception d'une différence de statut entre l'humain et l'animal. Vous savez instinctivement qu'une vie animale n'a pas la même valeur pratique qu'une vie humaine. Et cette valeur est moindre, concrètement parlant. Non, je ne discute pas de vos croyances. Je pointe simplement les faits. Les humains n'épousent pas les animaux, et n'importe quel humain sensé trouverait choquant l'idée d'un mariage entre un humain et un animal, avec tout ce que cela suppose de rapports sexuels. La zoophilie apparaît naturellement à la sensibilité, pas à la sensiblerie, d'un humain sensé, comme une forme de sexualité déviante. Et non comme une variation saine de la sexualité. Plus prosaïquement, vous n'hésitez pas tant que ça à écraser un moustique qui est en train de vous piquer, et qui risque de vous transmettre le paludisme. Quand vous marchez dans la nature, en vous extasiant de ceci ou de cela, vous ne faites pas tant de cas que cela des petits cloportes que vous écrasez au fil de vos foulées. Et si des rapporteurs de maladies viennent envahir telle portion de votre domaine, il n'est pas dit que vous hésiterez bien longtemps avant d'envisager une solution qui suppose d'en exterminer une partie. Quand vous n'êtes pas en train de planer dans votre mental spiritualiste, vous pratiquez la différenciation de statut entre l'humain et l'animal, et vous adoptez naturellement l'acception de la définition du statut animal comme étant moindre que le statut humain. Quand une personne est en paix avec cette acception naturelle de la hiérarchie de valeurs pratiques de statut entre l'humain et l'animal, une telle personne n'a aucun problème avec nombre de faits fondamentaux de la société, comme par exemple, le fait que la viande animale fasse partie de l'alimentation humaine, depuis la viande de poulet jusqu'à la viande de bœuf. Ou le fait que l'expérimentation sur des animaux fasse partie des efforts de recherche scientifique. Ou le fait qu'un accident induisant la mort d'un animal ne donne pas lieu à une procédure judiciaire pour animalicide. Etc. Faites l'effort ici de réfléchir avec votre raison, et ne vous laissez pas happer par votre émotionnel, et comprenez ce que cela signifie. Le fait que la valeur pratique du statut animal soit moindre que le statut humain, permet qu'à toutes fins utiles, l'humain peut se servir de l'animal quand cela est au service d'une fin utile, et encore plus d'une fin nécessaire. Et le fait que la valeur pratique du statut animal soit moindre que le statut humain, implique que le traitement de la situation où un animal est victime dans un accident causé par un humain, a une charge pénale naturellement moindre que si la victime avait été un autre humain. Fondamentalement, ou bien tout est absolument sacré, ou bien rien n'est spécialement sacré. Si vous dites que la vie animale est sacrée, vous devez étendre le caractère sacré absolument à tout, y compris aux moustiques et aux salades. Y compris aux acariens et aux fruits. Y compris à vos crottes de nez et aux crottes de chien. La qualité de sacré n'est valable que si vous l'étendez équitablement à tout ce qui existe, sinon c'est juste un masque pour maquiller de la moraline spiritualiste, et donc de la sensiblerie irrationnelle. Heureusement pour vous, vous fonctionnez au quotidien à partir d'une préhension naturelle des choses, et non à partir de vos constructions mentales de spiritualistes. Vous souscrivez naturellement au fait que vous avez implicitement le droit d'utiliser à votre avantage et à l'avantage de vos semblables, toute chose dont la valeur pratique est moindre que le statut humain. C'est pourquoi vous pouvez consommer du lait et manger des œufs, c'est pourquoi vous pouvez faire du cheval et aller au zoo, c'est pourquoi vous pouvez habiter dans des maisons construites avec du bois, c'est pourquoi vous pouvez avoir des plantes d'intérieur. Il ne s'agit pas ici de défendre l'idée qu'il faudrait maltraiter les animaux. Le sadisme, le fait d'infliger volontairement et délibérément de la souffrance à une créature sensible sans aucun ordre d'utilité ou de nécessité, demeure un défaut à corriger, qu'il s'exprime sur un lézard dans la cour, ou sur un humain dans la maison. S'il est mal de battre votre chien, c'est pour la même raison pour laquelle il est mal de battre votre femme ou votre enfant, infliger intentionnellement et délibérément de la souffrance inutile à une créature sensible, demeure fondamentalement une chose malsaine. Est-ce que vous avez noté la précision souffrance inutile ? Et est-ce que vous avez aussi noté la précision créature sensible ? Quand vous coupez les branches d'un arbre, il n'est pas dit que l'arbre le vive avec un grand plaisir à l'instant même, mais vous couperez quand même les branches si cela est utile ou nécessaire pour quelque raison. Et dès que la science a pu inventer l'anesthésie pour réaliser des opérations médicales musclées, c'est avec plaisir qu'elle l'a généralisée partout où il y en avait besoin, mais avant ça les médecins n'hésitaient pas à infliger à leurs patients les traitements douloureux en vue d'une utilité spécifique, quand ces traitements étaient au meilleur des connaissances de l'époque.
Une petite précision sur la notion de souffrance inutile, à partir de l'acceptation du droit d'utiliser des animaux dans la perspective spécifique de quelques faits utiles ou de quelques fins nécessaires, il s'agit de le faire au meilleur des connaissances et des techniques de l'époque et du domaine, afin d'optimiser les fins utiles ou les fins nécessaires. Sans qu'il ne s'agisse à aucun moment de prendre plaisir à la souffrance éventuellement induite, si cette souffrance induite n'est pas de nature à être supprimée sans compromettre significativement les fins visées, utiles ou nécessaires. Encore une fois, si vous n'êtes pas hypocrite, vous fonctionnez quotidiennement, directement et indirectement, selon ce principe. Parce que vous avez incorporé, comme tout le monde, la hiérarchisation de la valeur pratique des choses. Par sensiblerie, il y a des métiers que vous ne pourriez pas faire. Tel sera incapable d'être médecin, parce que l'idée de devoir travailler sur des cadavres humains, lui sera insupportable. Tel sera incapable d'être soldat, parce que l'idée de s'engager dans des missions pouvant impliquer d'abattre des ennemis humains, lui est insupportable. Tel sera incapable d'être chercheur en biologie, parce que l'idée de devoir expérimenter sur des souris de laboratoire, lui sera insupportable. Tel sera incapable d'être abatteur de bétail, quoique le métier soit de plus en plus mécanisé au fil des époques, parce que l'idée de devoir conduire des animaux à l'abattoir, lui est insupportable. Ne faites pas de votre sensiblerie la mesure des choses. Et ne soyez pas hypocrite, à toute fin pratique, vous fonctionnez quotidiennement dans le principe de l'acceptation naturelle de la hiérarchisation de la valeur pratique des choses. Il n'y a pas besoin d'argumenter pour vous convaincre que la valeur pratique d'un moustique est inférieure à la vôtre. Si on devait choisir entre vous et un moustique, en termes de vie et de mort, vous ne comprendriez pas si on choisissait de sauver le moustique et de vous laisser mourir. Quand vous écrasez un moustique qui vous pique, vous n'en faites pas tout un drame. Il y a nombre de gens qui sont en paix avec le fait de manger eux-mêmes de la viande, et donc aussi en paix avec le fait que d'autres en mangent. Un bon rôti de poulet, un bon poisson braisé, une bonne salade de crevettes, une bonne langouste, la chair de toute créature biologique est techniquement de la viande, même si culturellement le terme viande est utilisé spécifique, aimant pour la chair des créatures biologiques terrestres. Si vous ne voulez pas manger de la viande pour quelques raisons, et la plupart du temps ces raisons ont à voir avec la sensiblerie spiritualiste ou la moraline spiritualiste, notez que vous n'allez pas vous-même au bout de votre posture, car vous devriez exclure de votre alimentation tout produit d'origine animale et tout produit d'origine végétale. Vous devriez vous contenter de manger de la terre. Car le terme de votre posture c'est le refus de vous servir de toute créature biologique pour votre alimentation. Les végétaux, les insectes, les crustacés et les poissons ne sont pas moins des créatures biologiques que la vache ou le cheval. Si vous vous permettez de placer le curseur où vous voulez, vous ne touchez pas à la viande de bœuf, mais vous ne dites pas non à une salade de crevettes. Vous ne touchez pas à une salade de crevettes, mais vous ne dites pas non à une salade de cœur de palmier. Permettez aussi que d'autres placent leur curseur différemment, qu'ils puissent manger de la viande de chien ou de la viande de chat, s'ils définissent ainsi leur spectre d'alimentation. À partir du moment où tout le monde, vous y compris, est aligné sur l'acceptation naturelle de la hiérarchisation de la valeur pratique des choses, la valeur pratique d'un individu humain étant supérieure à la valeur pratique d'une crevette individuelle. La posture rationnelle devrait être d'accepter les conséquences naturelles et les implications naturelles de cette hiérarchisation, à savoir, l'idée générale que l'humain a le droit de se servir de l'animal selon l'ordre de l'utilité ou l'ordre de la nécessité. Chacun a le droit de savourer son steak. Le boucher a le droit d'abattre du bétail. Le biologiste a le droit de faire des expériences sur les animaux. L'éleveur de chevaux a le droit de vendre ses chevaux. Chacun a le droit d'avoir son animal de compagnie. Les ingénieurs forestiers ont le droit de circonscrire des parcs et d'y gérer les animaux. Les médecins ont le droit de s'entraîner sur des cadavres. Le propriétaire d'un chien ou d'un chat a le droit de le faire piquer lorsque cela s'avère nécessaire ou particulièrement judicieux. Si le potentiel de la valeur utile est élevé, l'humain a le droit d'entreprendre les travaux nécessaires avec des animaux, ou les actions nécessaires sur les animaux, même si cela implique éventuellement ou inévitablement la mort de ces animaux. L'humain n'a pas le droit d'agir ainsi avec des humains, mais il a le droit d'agir ainsi avec des animaux. Et il faut entendre la notion de droit ici, dans son sens naturel, l'idée de toute action que vous pouvez entreprendre, et pour laquelle il n'y a aucune raison valable de placer une charge pénale. Vous avez le droit de faire piquer votre chien quand la situation rend cela en quelque manière nécessaire, ou en quelque manière hautement préférable. Mais vous ne devriez pas maltraiter votre chien. Si vous êtes éleveur de bétail ou de volaille, vous avez le droit d'abattre une bête ou un volatile, par exemple à des fins alimentaires pour nourrir votre famille. Mais vous ne devriez pas maltraiter votre bétail et votre volaille. Si une partie de votre bétail contracte une maladie qui risque d'être fatale pour les autres animaux, vous avez le droit d'abattre et d'incinérer cette partie du bétail. Mais vous n'aurez jamais un tel droit si une partie de vos enfants tombe malade et risque de contaminer les autres. Ce n'est pas votre degré de sensiblerie ou de moraline qui définit le droit, et heureusement. L'idée de la recherche scientifique, par rapport aux créatures biologiques, est celle-ci: si quelque forme d'expérimentation sur des créatures biologiques d'une valeur pratique inférieure à la valeur pratique humaine, s'avère hautement utile pour atteindre quelque but hautement utile de quelque sorte. Alors la recherche scientifique a le droit de procéder à ces expérimentations.
Que cela plaise ou non à la sensiblerie ou à la moraline de certains, et la moraline et la sensiblerie sont deux aspects de la même chose, un système psychologique fragile surpolarisé dans l'émotionnel, prompt à tout juger en termes manichéens de bien et de mal. Ce serait absurde de traiter de sorcier un scientifique qui expérimente sur des animaux de laboratoire. Un scientifique qui utilise des animaux de laboratoire pour extraire ou synthétiser une substance médicamenteuse. Un scientifique qui utilise des animaux de laboratoire pour améliorer un système de quelque nature. Un scientifique qui utilise des animaux de laboratoire pour résoudre des problèmes de psychologie cognitive ou pour améliorer les propriétés de certains matériaux. Il n'y a pas que les scientifiques qui ont besoin de recourir aux animaux de quelque manière pour atteindre des fins d'une utilité significative. Effectivement significative ou potentiellement significative. Dans nombre de traditions guérisseuses, le praticien peut avoir besoin d'utiliser l'énergie vitale des animaux afin de travailler à la guérison de ses patients. Et dans nombre de traditions pragmatiques intégrant la notion d'énergie vitale des animaux, les praticiens de ces traditions peuvent avoir besoin d'utiliser l'énergie vitale des animaux pour obtenir toutes sortes de résultats humainement utiles dans nombre de domaines, faire tomber la pluie, accroître les récoltes, conjurer des accidents répétitifs ou chroniques, guérir des malades, résoudre l'infertilité des femmes, etc. De même que les scientifiques peuvent faire des choses remarquables à partir de certaines utilisations des animaux, directement et indirectement. Mettre au point des inventions, des traitements, des matériaux, etc. De même, des praticiens de l'énergie vitale peuvent réaliser des choses remarquables à partir de certaines utilisations des animaux. Directement et indirectement. Ils utilisent la magie sacrificielle, sous-entendu animale. Et cela n'en fait pas des sorciers à sens populaire du terme. Ce sont des praticiens de la magie sacrificielle, et il n'existe aucune raison valable de condamner par principe leurs activités, pas plus qu'il n'existe de raison valable de condamner par principe les scientifiques, les bouchers, les pêcheurs, les éleveurs, etc. Gardez votre sensiblerie pour vous, n'essayez pas d'en contaminer les autres. Et gênez-vous avant de traiter les gens de sorciers parce qu'ils utilisent l'énergie vitale des animaux à certaines fins. Le praticien de l'énergie vitale des animaux, qui travaille pour guérir son patient, ne doit pas être traité comme le sorcier qui se sert de l'énergie vitale des animaux pour faire du mal à une personne. La définition culturelle et populaire du sorcier est très claire, le sorcier est celui qui utilise quelque moyen énergétique afin de nuire délibérément à quelqu'un. Et c'est le pendant énergétique de la définition du criminel, le criminel est celui qui utilise quelque moyen physique afin de nuire délibérément à quelqu'un. Vous n'appellerez pas assassin, le chirurgien qui utilise un instrument métallique tranchant pour réaliser une opération. De même, vous ne devriez pas traiter de sorcier, le praticien qui utilise de l'énergie vitale animale, sous le seul prétexte qu'il utilise de l'énergie vitale animale. À un moment donné, devenez adulte et gênez-vous avant de verser dans le jugement moral et dans la moraline. Votre sensiblerie n'est pas la mesure de la réalité. En traitant de sorcier, toute personne utilisant de l'énergie vitale animale, indifféremment des fins visées, c'est vous qui devenez un calomniateur, ni plus ni moins. Vous vous prétendez être avancé ? Ce n'est pas en jugeant les gens à partir de votre moraline, que vous faites montre de quelque avancement que ce soit.